notre première émission de la journée, voici notre leçon de culture physique. Troisième leçon de culture physique va commencer. Flexion des jambes. Mains aux hanches. 1, 2... Chose méconnue de l'histoire, environ 700 Suisses et 100 Britanniques se sont engagés volontairement dans la Waffen-SS. Cette petite vidéo vient résumer leur engagement. Et oui, même les Suisses, dans cette Suisse farouchement attachée à la neutralité, ou plus exactement à sa neutralité, un certain nombre d'hommes s'engagèrent pour le Führer. Ils ne furent guère plus d'1 millier, prêts à défier les lois de la Confédération pour s'engager au service de l'Allemagne, sous la tête de mort de la Waffen-SS. Dès 1918, se fondent sur le territoire helvétique des unions et des ligues de défense patriotique pour lutter contre le péril rouge, qui obsède alors la vieille Europe. Les mouvements dits frontistes pullulent dans les années 30. Ils réclament dans les 3 langues de la Confédération la Suisse aux Suisses et dénoncent le péril judéo-bolchevique. En Suisse alémanique, influencé par l'Allemagne hitlérienne, se fonde un mouvement national-socialiste suisse. Le plus radical des sympathisants suisses de ce mouvement est le docteur Franz Rydweg, ancien chirurgien militaire qui croit au fascisme ou plutôt au nordisme, car il est plus séduit par les rêveries racistes du normand Gobineau et de l'anglais Chamberlain que par le césarisme à la romaine. Rydweg prétend rester fidèle à une conception fédéraliste d'une future Europe germanique. Dès que le conflit éclate, il passe en Allemagne. Heinrich Himmler le nomme Sturmbannführer, c'est-à-dire major à la tête du bureau germanique de la Waffen-SS. Il multiplie les campagnes de propagande dans les pays occupés comme le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique et aussi dans les pays neutres, donc la Suède, la Finlande, la Suisse entre autres. Des centaines de jeunes Suisses franchissent clandestinement les frontières de leur pays. 700 d'entre eux environ constitueront un bataillon de chasseurs de montagne SS. D'autres seront répartis dans les différentes divisions de la Waffen-SS. Beaucoup de Suisses alémaniques parlant le français sont sélectionnés pour encadrer les volontaires francophones, wallons ou français. Comme le docteur Heinrich Bühler qui a étudié à Zurich, à Hambourg et à Paris. À la fin de l'année 1941, il fait son école de recrue à Senheim en Alsace, au camp d'instruction de la Waffen-SS, puis rejoint le bureau germanique à Berlin, où il retrouve son ami Rydweg. Ce dernier rejoint l'Estonie, où il dirigera l'hôpital de campagne du 3e corps blindé de Felix Steiner et confirma à Bühler. Nous sommes pour l'Europe fédéraliste, pas pour la Grande Allemagne, pourvu que cela ne soit pas compris trop tard. Bühler est envoyé à l'école d'officiers, d'où il sortira avec le grade d'Untersturmführer. Il est affecté à l'instruction des volontaires SS d'origine française du camp d'entraînement de Senheim. Il retrouve là-bas un compatriote, le Sturmbannführer Herrsche, qui a également rejoint la Waffen-SS. Bühler déclare aux Allemands que les Suisses alémaniques ont le sens des libertés germaniques, qu'ils ne veulent pas d'un État centralisé, que l'Europe doit devenir une Suisse où seront sauvegardées les traditions et les cultures originales. Mais l'idéologie perd de son importance devant les nécessités militaires. Le camp d'instruction de Senheim est évacué à la fin de l'été 1944. Bühler rejoint la division de volontaires français Charlemagne où il commande l'Abteilung 6, service chargé de la propagande et du moral. Herrsche part commander le bataillon de dépôt SS français en Prusse. Quelques autres officiers suisses se trouvent dans la Charlemagne. Certains de leurs compatriotes servent avec la division Nordland en Finlande, d'autres avec la division Viking en Hongrie.
En février 1945, Bühler gagne la Poméranie avec l'état-major de la division Charlemagne. Après le désastre de Bellegarde, où l'unité sera anéantie aux 3/4, il gagne Kolberg à la tête de 200 SS français. Lutte à la grenade et au couteau. Progression sanglante dans les ruines fumantes. Il bloque l'avance russe jusqu'à ce que civils et blessés soient évacués par la mer. Le 18 mars 1945, Bühler et les Français, ils ne sont plus qu'une trentaine, rejoignent un destroyer de la Kriegsmarine. L'officier suisse comptera parmi les rares survivants de la défense de Kolberg. C'est maintenant la débâcle sur tous les fronts. Herrsche part vers le sud à la tête d'1 millier de SS français. En tant qu'ancien officier de la Waffen-SS, Bühler est automatiquement considéré comme criminel de guerre. Il est enfermé dans un camp de prisonniers gardé par les Américains. En octobre 1946, il demande à être reconduit à la frontière suisse. Ses compatriotes le condamnent à 8 ans de prison en 1948, qui s'ajoute aux 4 prononcés par contumace en 1943. Il sera libéré en 1954. Un certain nombre de Suisses ayant servi dans la Waffen-SS sont retournés dans leur pays, mais la plupart vivent en Allemagne. Au début de la décennie 70, Herrsche est mort, il y a quelques années déjà. Rydbeck habite à Munich. Il avait répondu à un journaliste qui lui demandait pourquoi lui, un Suisse, s'était engagé dans la Waffen-SS. Sa réponse: pour empêcher les Allemands de faire trop de bêtises. On va retrouver même dans la Waffen-SS quelques Britanniques. Ils forment le British Freikorps, en allemand Britische Freikorps. Recrutés dans les camps de prisonniers et parmi les rares fascistes anglais qui sont passés en Allemagne au moment de la déclaration de guerre, ils ne sont que quelques dizaines de volontaires. Leurs guides sont 2 journalistes, John Amery et William Joyce, qui multiplient émissions de radio et conférences de presse en Europe occupée. Les Britanniques de la Waffen-SS d'origine anglaise, galloise et écossaise portent sur leur bras gauche un écusson avec l'Union Jack. Au col, à la place des runes SS, les 3 léopards anglo-normands. La plupart des membres du Freikorps, qui se nomment aussi Légion Saint-Georges, sont employés dans les services de propagande de la SS à Hildesheim. Certains vont combattre sur le front, les uns avec la division Totenkopf, les autres avec la division Nordland. Au cours de la bataille sur l'Oder, au mois de mars 1944, une douzaine de SS britanniques combattront avec le bataillon de reconnaissance blindé numéro 11. Faits prisonniers par leurs compatriotes, les chefs du Freikorps seront en général exécutés pour trahison envers Sa Majesté en temps de guerre. Le nom de British Freikorps est assez trompeur, car nous retrouverons des Néo-Zélandais, des Australiens, des Sud-Africains ou encore quelques Canadiens. On retrouvera notamment Walter Mitty, qui réussit à tromper à la fois britannique et allemand. Ce n'était pas un homme vraiment engagé dans quoi que ce soit et encore moins un pro-nazi ou un anti-soviétique. Mais au contraire, c'était un escroc compétent qui joua dans les 2 camps. Eric Pleasant, qui n'était pas un militaire au début de la guerre, fut expulsé sur les îles anglo-normandes et capturé par les Allemands avec son codétenu, John Leicester. Ils étaient en train de cambrioler des maisons de résidents. Ils ont tous les 2 été envoyés dans une prison française où ils se sont fait passer pour des marins de la marine marchande afin d'obtenir de meilleures rations. En janvier 1944, les 2 compères rejoignent la Waffen-SS et se font capturer pour terminer au goulag jusqu'en 1952. Les Britanniques n'ont pas poursuivi en justice les 2 hommes car pour eux, la punition au goulag soviétique était assez suffisante. Thomas Cooper, un des rares à avoir été accusé de criminel de guerre. Il a quitté la Grande-Bretagne pour être rejeté par les nazis en 1938. Il n'avait obtenu aucun poste. Il avait aussi adhéré à l'Union fasciste britannique et avait rapidement établi des contacts avec les nazis. Il est approché par la Waffen-SS en 1940, est rapidement enrôlé et a occupé plusieurs postes, avant de passer au British Freikorps. Il est accusé
d'être complice de nombreux crimes de guerre, notamment à Cracovie. Cependant, rien n'a été prouvé.